Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, dans votre supplément week-end. Vous le savez désormais, un épisode hebdomadaire de Tech Café vous résume l'essentiel de l'information, ce qu'il faut absolument pas manquer. Et puis pour ceux qui en veulent toujours plus, et je sais que vous êtes exigeants, on a les épisodes suppléments du week-end qui vous contiennent toutes les autres news qu'on a mis de côté, qui n'ont pas forcément la même importance, mais qui méritent quand même d'être traitées et d'être partagées. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très très bien ce week-end. Est-ce que tu es prêt pour ce petit week-end ? Est-ce que tu as prévu des choses ? Est-ce que tu as prévu de profiter du soleil, de la chaleur ? Complètement. En l'occurrence, oui, en plus, puisque là, on va probablement sortir, on va probablement aller voir des loutres. Oh, des loutres ? Où ça ? Ah, ça, je peux pas le dire, mais des loutres. Oh, j'aurais aimé que tu me dises où est-ce qu'on Tu peut trouver des croyais, loutres. Venez en Picardie, en baie de Somme, voir les phoques aussi, ça peut être sympa au passage. On va se transformer en tourisme café. Ça sera un autre podcast qu'on va bientôt lancer. Restez à l'affût. En attendant, on a plein de sujets. C'est toi, Guillaume, qui les a compilés dans toute la veille et la préparation de l'épisode hebdomadaire que tu as fait. Il y a plein de sujets sympas. Je me suis dit qu'on voudrait plus parler du Computex, mais on parlera la semaine prochaine, peut-être plutôt. Là, chaque chose en son temps. Là, il y a déjà pas mal de trucs sympas, je trouve. Ouais, j'avoue qu'on a un bon programme de supplément du week-end. On va voir, on espère qu'il va pas non plus durer trop longtemps. Mais bon, de toute façon, si vous nous écoutez, c'est que vous aimez Tech Café. Donc, on va continuer à vous partager donc des news. Et on va commencer par le prix Turing 2022, Guillaume. Eh ben ouais, il y a le prix Nobel, il y a la Medai Fields, et puis il y a le prix Turing. Ce sont les plus hautes récompenses qu'on peut avoir en tant que scientifique. Spécifiquement, après l'Eurovision, bien entendu. C'est spécifiquement, alors, mathématicien pour la Medai Fields, et donc informatique, respectivement, pour le prix Turing. Accessoirement, c'est un prix d'1 million de dollars aussi, quand même, financé par Google. Ah, je savais pas ça. C'est pas mal. Ça fait plaisir, toujours. Donc, le prix Turing, cette année, il est décerné à John Dongarra, que pratiquement personne dans le grand public ne connaît, et dont pratiquement tout le monde utilise quotidiennement le travail. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah bah c'est vrai, il est plutôt jeune, c'est vrai, il a 71 ans, il est un petit peu, il est un petit peu honoré pour l'ensemble de son œuvre, en fait, quelque part, qui comprend notamment des travaux sur la parallélisation, et en particulier, mais pas que, en algèbre linéaire. Dongarra, il a contribué au design et à l'implémentation de librairies parmi les plus célèbres du calcul numérique, c'est BLAS, LAPACK, LINPACK, MPI, Atlas, etc. Bon, c'est donc qui évoqueront plein de choses aux étudiants d'informatique et à tous ceux qui travaillent sur le calcul parallèle. MPI, c'est tout simplement le standard en matière de calcul parallèle sur cluster, ça veut dire Message Passing Interface, et ça permet à des programmes de communiquer et de se synchroniser à travers un grand nombre de nœuds de calcul. Donc un nombre incalculable de grosses simulations en ingénierie, en météo, en astronomie, ce que tu veux. Ça utilise MPI pour marcher comme ça sur des énormes clusters de machines. Et aussi, probablement, ça utilise LAPACK ou BLAS. Alors, BLAS, ça veut dire Basic Linear Algebra Subprogram, donc c'est un truc qui est plutôt utilisé, en fait, comme base pour LAPACK, par exemple, qui veut dire Linear Algebra Package, qui est basé dessus. Et ça, c'est des librairies de calcul numérique qui, pour faire simple, portent sur le traitement des matrices, traitement haute performance des matrices, de très très grosses matrices, potentiellement. Et des matrices, on utilise littéralement partout. Voilà, ça peut servir à résoudre des systèmes d'équations linéaires, évidemment, mais aussi des systèmes d'équations différentielles, ça sert à modéliser des graphes, ça sert en probabilité, en statistique, en calcul géométrique, calcul 3D, ça sert en crypto, les réseaux de neurones, en fait, c'est rien d'autre que des multitudes d'applications de matrices sur des vecteurs, bref, partout. Et d'ailleurs, MATLAB et Octave, R aussi, et Mathematica utilisent eux-mêmes ces librairies, qui à leur tour, ces logiciels sont utilisés par des millions de chercheurs à travers le monde. Donc Dongarra, non seulement il a implémenté donc ces trucs-là, mais il les a pas implémentés, puis voilà, il les a aussi optimisés au maximum pour tourner sur des processeurs multicœurs, sur des clusters, tourner sur des GPU, etc. Parce que la parallélisation, c'est même son dada en fait. Donc il a contribué à implémenter et à optimiser les fondations du calcul numérique, qui est aujourd'hui utilisé absolument partout. Voilà, quand vous regardez la météo, vous bénéficiez d'un résultat d'une simulation numérique qui utilise probablement un bout de code sur lequel John s'est penché. Donc, c'est quand même cool que ce prix-là, 2022, mette un coup de projecteur sur des gens qui s'occupent de fondations, de trucs pas très visibles, mais vraiment fondamentaux. Parce que des gens, bien sûr, il y en a plein qui travaillent dans l'ombre, donc c'est quand même cool, d'honorer John Dongarra. C'est presque dommage qu'il y ait qu'un seul prix par an, finalement. J'imagine qu'il y a plein d'autres personnes de ce type-là. Ça les rend ça rend les titres encore plus honorifiques quelque part.
Un petit détour façon chronique des composants autour des radiateurs, Guillaume? Ouais, un petit tunnel matos, écoute alors. Bon, c'est une news rapportée par The Science Daily et Tom's Hardware, qui est particulièrement étonnante et prometteuse. Alors, si le refroidissement des processeurs est une préoccupation dans votre vie, ce dont je ne doute pas, évidemment, une seule seconde. Parce que bon, on en est tous préoccupés. Ben oui, les CPU, les GPU, même les SSD, la mémoire, tout ça, toutes ces puces-là, elles chauffent, et même de plus en plus. Sur mon CPU, j'ai un gros radiateur, et bon, vu le bruit du ventilo, je pense que je devrais en racheter un plus gros, en fait. Pourquoi ? Ben parce que la taille compte. Un plus gros quoi ? Un plus gros radiateur ou un plus gros ventilo ? Un plus gros radiateur et ventilo. De toute façon, au plus en gros, au moins ils font de bruit. Mais bon, parce que voilà, la taille compte. Mais oui, la taille compte. Plus un radiateur est gros, plus il dissipe, plus il y a de volume pour absorber la chaleur, plus il a de surface, pour que ça se dissipe, etc. C'est d'ailleurs un peu, enfin, c'est sa définition la plus simple d'ailleurs, hein, je crois, c'est d'étendre la surface d'exposition avec l'air pour faciliter le dégagement de chaleur. Oui, enfin, il y a aussi un enjeu de volume quand même, de volume de matière. Dans la propagation de la chaleur. Mais bon, effectivement, plus c'est gros, plus c'est beau. Je veux dire, plus c'est gros, plus ça dissipe, quoi. Je veux dire, moi, j'étais là-dedans, tu vois. J'étais dans des stéréotypes virilistes, un petit peu comme ça. Mais bon, figurez-vous... Me dis pas que c'est pas vrai. Figurez-vous que des chercheurs à Berkeley et de l'Illinois ont eu l'idée de prendre une puce à refroidir et de se dire, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recouvrir de cuivre, mais vraiment bien comme il faut, c'est-à-dire partout. Tout autour, de faire ce qu'ils appellent un revêtement conforme, comme on dit, donc ça retrouve la totalité de la surface exposée dans le composant. Alors avant, ils ont aussi recouvert d'une couche d'isolant quand même, parce que bon voilà, évidemment, mais au final, ce qu'ils obtiennent, c'est une sorte de gros steak de cuivre, plutôt décoratif, mais bon, le truc, c'est que ça reste plat, évidemment, hein. Moi, je me dirais, oui, ça fait quand même beaucoup moins de surface que mon beau vieux bloc d'aluminium, tu vois. Et mesure faite, ce système de refroidissement conforme de façon seconde peau, un petit peu, hein, est 740% plus efficace en unité de volume que le combo pâte thermique plus radiateur posé sur la tronche, comme ça. Effectivement, tu poses le truc sur la droite, peut-être la surface est un peu plus réduite, mais bon, quand même. Donc, tout compte fait, avoir une puce avec ce revêtement de cuivre est aussi efficace que de lui mettre un radiateur sur la tronche, en fait. Mais bien sûr, ça change tout. C'est beaucoup moins lourd, beaucoup moins encombrant, même avec un ventilo allongé dessus éventuellement, tu gagnes énormément d'espace, ce qui pourrait changer la vie des fabricants et la nôtre. Parce que oui, avoir un PC mieux refroidi, plus léger, plus fin, ça change la vie, oui monsieur. Oui, c'est sûr. Et pour les serveurs, je te dis, les serveurs, c'est des puces qui chauffent en général monstrueusement. Et le système de refroidissement d'un serveur, ça peut faire le bruit d'un ULM au décollage, hein. Ça pourrait être une bénédiction, un truc comme ça. Bon, voilà, pour l'instant, ils vont tester la fiabilité et la durabilité du système, mais on tient peut-être là les radiateurs du futur. Et en termes de coût, est-ce qu'on est sur quelque chose de moins coûteux, de plus coûteux, c'est pareil mais à mon avis, ce sera même moins coûteux, parce que le cuivre, ça coûte pas très cher, et là, le volume de cuivre utilisé est bien inférieur. Très bien. Formidable. Si ça se trouve, on aura bientôt beaucoup de surface de cuivre visible autour de nos processeurs. C'est chouette. Va savoir. Quelque chose d'un peu plus lunaire, Guillaume ? Ouais, puisqu'on parle de futur, allons-y carrément avec Lone Star, qui a des projets lunaires, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Parce que pour le CEO de Lone Star Data Holdings, il est inconcevable, je cite, qu'on conserve nos choses et nos données les plus précieuses sur Terre, où on a un petit peu trop l'habitude de faire péter des bombes et de cramer des trucs. C'est pas complètement dénué de pertinence comme remarque, hein, comme l'actualité nous le confirme plusieurs fois par jour. Sauf que bon, si on les garde pas sur notre planète, on les met où ? On les met sur la Lune, bien sûr, voilà. Donc la boîte a déjà levé 5 millions de dollars pour tester la faisabilité d'envoyer là-haut un truc. Ce serait pas plus simple au fond de l'océan ? Alors, ouais, c'est vrai, mais tu peux toujours penser que c'est moins sûr que sur la Lune, parce que sur la Lune, il y a vraiment personne pour le coup. Puis c'est moins classe en plus. Et c'est beaucoup moins classe. Alors je sais pas exactement ceux qui vont envoyer de manière précise quel support de stockage, je veux dire. J'imagine qu'un disque dur Seagate, ça va pas le faire. Mais bon, ils vont déjà y aller doucement déjà. Donc fin 2022, il y a une mission qui va s'appeler IM1 qui va juste stocker des bouts de données sur le lander Nova C, d'Intuitive Machine. Le Nova C, ça va être leur véhicule en fait. C'est le véhicule qui compte utiliser. Et donc après, IM2 devra envoyer un Nova C au pôle sud lunaire en 2023 avec une clé USB spatiale d'un bon kilo et de 16 teraoctets. C'est de la bonne grosse clé USB. Bonne grosse clé USB. Okay. Et donc le projet final, c'est non seulement d'envoyer des données stockées sur la Lune, mais aussi de les récupérer depuis la Terre quand même. Je veux dire, sans avoir besoin d'aller les chercher, tu vois. Donc la Lune, elle présente toujours la même face, donc on pourrait communiquer avec une bande passante un peu à définir, ce qui serait de fait... ce qui serait de fait un mini data center lunaire.
Donc, après le test de 16 téraoctets, ils espèrent passer à 50 pétaoctets en 2026, le tout en communiquant avec ce data center spatial à 15 gigabits par seconde avec la Terre. Si ça, c'est pas cyberpunk, je sais pas ce que c'est. Je vois plus. C'est clairement de la science-fiction. On commence à toucher la science-fiction pure et dure. Bon, alors, si tout marche à merveille, hein, attention, parce qu'il faut que les Nova C, ils arrivent à atterrir genre en douceur sur la Lune. Rien que ça, c'est pas gagné. Puis je parle pas du rayonnement cosmique et les températures de moins 183 degrés qu'il fait sur la Lune. Donc, on peut raisonnablement attendre de voir, hein, quand même. Hein. Mais la seule chose par contre, pour des serveurs de calcul, ce serait vachement bien, du coup. Il ferait froid, tu vois. Alors, il ferait froid. Bon, le problème, c'est que déjà, le débit et tout, je sais pas, ça va être compliqué. Bon, tout ce que je sais, c'est que si ça marche, ça sera sans doute plus cher que Dropbox, hein. Oui, Dropbox a encore de belles années devant eux en matière de compétitivité, c'est sûr. Au passage, est-ce que tu penses que Shadow pourrait nous proposer prochainement des PC, mais qui fonctionneraient sur la Lune et nous on en profiterait depuis la Terre, tu vois, à distance? Eh ben écoute, ce serait vraiment inutilement compliqué, mais non, pourquoi pas. Non mais tu as raison, Shadow est de retour néanmoins. Souvenez-vous de Shadow, la solution française de jeu dans le cloud et de travail aussi d'ailleurs si tu veux. Donc le PC dans le cloud que tu avais testé, non? Oui, que j'ai toujours d'ailleurs. Je sais pas si je vais le garder encore très longtemps, mais oui. Et ça marche très bien. Les dernières versions me permettent même de gérer admirablement bien et de manière très fluide le double écran, par exemple, peut-être même le triple écran, j'en sais rien. Mais moi j'ai la chance d'avoir 2 écrans et tu peux lancer ton Shadow en double écran, ça marche très très bien. Bah, c'est quand même très cool. Bon, Shadow a quand même eu des petits problèmes financiers, il a été repris par OVH, hein, et apparemment ce dernier va instaurer une keynote annuelle pour Shadow. Le Shadow nouveau qui revient sous une forme un peu différente, puisqu'apparemment OVH souhaite que Shadow devienne en quelque sorte son pendant grand public. Parce qu'OVH c'est plutôt de l'hébergement du data center, c'est quand même principalement orienté pro, donc Shadow pourrait être la marque que tout le monde connaît un petit peu. Ben, comme un Dropbox effectivement, mais à la française. Voire carrément au-delà de Dropbox, un cloud complet, hein, puisqu'en fait il s'agira d'une instance Nextcloud, donc voilà si vous connaissez, qui serait hébergée par OVH, et qui offrirait 20 gigaoctets gratuits et jusqu'à 2 téraoctets pour 9 € par mois. Les données seraient stockées sur des serveurs européens, un plus hein, si c'est un enjeu pour vous. Donc Shadow reste aussi un service de PC dans le cloud, hein, néanmoins toujours, mais plus vraiment limité au jeu finalement, puisqu'il y a 2 offres. Enfin, il y aura 2 offres, il y aura donc la première c'est un CPU 4 coeurs 12 Go de RAM, une GeForce 1080, pas dégueulasse pour jouer déjà, hein, donc ça fait 30 € par mois, donc ça fait penser à l'offre historique un peu, mais il y a une offre aussi plus chère, qui pour 45 € offre un CPU de serveur Epic, et des GPU Pro, comme des RTX A4500 ou des FirePro de Radeon, une option qui sera dispo cet automne, qui me semble un peu surdimensionnée pour du gaming, hein, très honnêtement, et donc on a l'impression qu'elle concerne plus la production de contenu et les pros. Bon. Donc Shadow est revenu, il va même s'exporter aux US bientôt, ça sera peut-être le réel décollage. Ça fait un petit moment que Shadow a mis de côté cette communication et ce positionnement autour des jeux vidéo. Je me rappelle même avoir vu pas mal de pubs sur notamment YouTube où vraiment ils parlaient de votre PC quoi. C'était votre PC dans le cloud. Je pense que d'ailleurs c'est leur accroche maintenant et probablement qu'ils se sont rendus compte que la partie gaming a permis de leur offrir. Allez, on va pas se mentir, hein, une forme de notoriété sur ce type de service, mais c'est plus forcément leur cœur de message. Et même quand tu vas sur leur site, là, je suis en train de le faire. Tu vois, il y a le jeu vidéo effectivement à gauche, là, une espèce de jeu de bagnole, je sais pas lequel c'est, mais très très vite le premier écran, celui que tu vois à droite pour illustrer le service, c'est effectivement de la production, probablement du montage vidéo, etc. Bon, à voir si ça peut être une solution pertinente pour vous si vous voulez faire du montage. Guillaume, j'ai été très surpris parce que, tu sais, hein, je suis pas un aussi grand sachant que toi de la chose liée aux composants. De la chose. Mais pour moi, de la chose liée aux composants. Mais je connaissais évidemment maintenant largement ARM. J'étais absolument dans l'ignorance la plus totale du fait qu'il y avait une branche d'ARM qui était chinoise et qui est vraiment assez différente de ARM tel qu'on le connaît actuellement. Parle-nous un petit peu de ARM Chine, Guillaume. Ouais, c'est une histoire qui est de plus en plus dingue en fait, puisque donc ARM, donc qui conçoit entre autres toutes les puces smartphones du monde entier, hein, elle appartient à SoftBank. Donc ARM c'est une très grosse boîte et effectivement il y a aussi une filiale en Chine. Et cette dernière est très indépendante. Elle est tellement indépendante qu'elle est en mode Ronin carrément. Là, c'est vraiment ça parce que son PDG Alan Wu a été viré par SoftBank et il refuse de partir. Donc c'est une branche qui était rebelle depuis un moment en fait. Hein. Wu est suspecté d'avoir carrément récupéré des propriétés intellectuelles, d'en faire un petit peu ce qu'il veut dans le pays. Donc c'est quand même une grosse crise de crédibilité pour la marque d'ailleurs. Hein. Donc
La structure de la société, elle est indépendante ou pas, du coup, de ARM, pour bien comprendre? Alors, en théorie, non, mais en pratique, un peu. C'est un petit peu le problème. Donc, effectivement, il se sentait très très à l'aise. Alors, faut savoir que SoftBank ne possède que 49% des parts de ARM China. Et le reste appartient à un consortium chinois. Et du coup, Wu refusait de partir parce que il estimait que SoftBank n'avait pas, il n'y avait pas le poids suffisant. Alors, début mai, le conseil d'administration de ARM China avait quand même voté le départ d'Alan Wu. Donc SoftBank pensait s'en être débarrassé. Ben non, Wu encore refusait de partir. C'est une véritable épine dans le pied de SoftBank, qui cherche quand même à revendre ARM. Alors, je veux dire, tu revends une société. C'est vrai que si tu as une société où tu as une filiale qui répond plus, qui fait absolument ce qu'elle veut, c'est compliqué quand même à marketer, tu vois, c'est un petit peu bizarre. C'est un peu comme quand tu veux vendre une maison et puis qu'il y a la dépendance qui vraiment fait l'objet de squat. Oui, voilà, c'est ça. S'il y a toujours des squatteurs dans une dépendance, c'est plus difficile à vendre. Bon, et comme si c'était pas suffisant, tout ça, cette semaine, il y a une boîte qui s'appelle LotCap qui veut acquérir 51% d'ARM China, soit grosso modo prendre possession de la boîte. Le truc, c'est que LotCap n'existe pas. En tout cas, en Chine. Les médias chinois eux-mêmes n'ont pas pu avoir d'infos dessus. Et elle n'existe pas au registre des sociétés. En fait, ça serait une société écran de Macao. Et cette compagnie fantôme de Macao aurait été en pourparlers avec Alan Wu, qui a 16% des parts, et un fonds d'investissement hongkongais qui en aurait 36%. Et là, je vais m'arrêter de parler parce que tout ça, ça commence à ressembler un petit peu trop à un film de triade, avec Jet Li, et on ne sait jamais qui je pourrais énerver. Ça fait penser à l'Argo Winch un petit peu dans le scénario de départ. Hein. Si vous aimez la bande dessinée, ça vaut le coup. Il y a eu un film aussi, je crois, mais vraiment, regardez plutôt la bande dessinée. Non, mais c'est hallucinant ce qui se passe. Enfin, c'est un truc de fou. C'est assez... Ouais, il y a de quoi écrire sans doute un petit livre, un petit roman, ou écrire un scénario de film. On va faire un petit détour du côté de la Russie pour voir un petit peu quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine, justement, sur les processeurs, Guillaume. Ben oui, justement, on continue un peu avec la Chine, puisque c'est elle qui va devoir fournir les composants à la Russie, qui est désormais coupée de la technologie occidentale. Et donc, la Russie va acheter du Shaoxin. C'est VIA Technology en fait derrière, qui est donc VIA Technology. Vous connaissez peut-être les anciens VIA C1. Ils font des puces qui sont compatibles Intel. Et donc le problème c'est que en général c'est pas des puces qui s'illustrent par des performances incroyables, donc il y a une grosse décote de ce côté-là. Et d'ailleurs il y a CNX Software qui a réussi à mettre la main sur des PC équipés en Shaoxin, un Shaoxin KX 6640, des trucs qui sont normalement introuvables ici, hein, ça n'existe pas. Et bon, les tests laissent supposer qu'on est à des niveaux de performance vraiment très loin de l'état de l'art, entre 2 et 2,6 GHz pour des performances qui sont, je sais pas moi, c'est l'ordre de 4 ou 5 fois inférieures à celles des dernières puces Apple par exemple. Donc, pour le coup, la Russie ferait bien de transitionner vers les puces MIPS Longshoon par exemple, chinoises, ou peut-être les futurs RISC-V, parce que l'écart en fait risque d'être moins grand que ces trucs qui sont en fait des bouches-trous pour conserver la compatibilité avec Intel. Donc c'est quand même un gros coup dur pour la Russie, c'est un gros client supplémentaire pour la Chine quand même. Bon, le problème c'est que la Chine, de son côté, elle, justement, elle est un petit peu en dessous de ses objectifs de production de puces. Puisqu'en 2021, elle a produit 1/6 des puces qu'elle a consommées. C'est bien, c'est 8% de croissance quand même, donc c'est pas si mal, mais c'est pas assez rapide. C'est surtout pas assez rapide pour les objectifs à long terme qu'elle s'est elle-même fixés. Puisqu'en 2026, elle ne produirait qu'un 1/5 de sa consommation à ce train-là. Or, son objectif, c'était 70% en 2025 et une autosuffisance en 2035. Et ça, c'est vraiment pas gagné. Pourtant, c'est pas comme si l'ambiance géopolitique s'améliorait trop avec les dernières déclarations de Biden sur Taïwan. Donc clairement, la volonté est là, mais après, il y a la réalité. Donc c'est très compliqué. Ouais, ça va sans doute pas aller en s'arrangeant. Écoute, on va rester d'ailleurs du côté de la Chine qui t'a beaucoup inspiré, j'ai l'impression, Guillaume. Mais on va aller du monde de l'infiniment petit des composants à du gros, du très gros, Guillaume. Ben ouais, parce que mine de rien, les Chinois sont peut-être en train de faire une première dans l'histoire du BTP, un barrage de 180 mètres de haut imprimé en 3D par des robots. Presque complètement en fait. Alors c'est un barrage qui est au Tibet pour construire une usine hydroélectrique de 5 millions de mégawattheures annuels. Ça fait la prod d'un petit réacteur nucléaire, je pense, un truc comme ça. Donc c'est un projet qui veut vraiment en fait éliminer au maximum les humains de la construction. Les machines apportent des matériaux
le place au bon endroit, façon impression 3D, puis après il y a des sortes de bulldozers automatisés, ensuite qui tassent le tout comme ça, couche par couche. Donc du coup le risque d'accident est très faible, et c'est vraiment impressionnant à voir, quoi. C'est quand même... l'impression 3D de bâtiment, c'est pas une totale nouveauté, ça avance petit à petit. Ce barrage serait pour le moment un record absolu en hauteur, déjà. Mais le record absolu en longueur, c'était déjà chinois, c'était un mur de rétention anti-érosion qui faisait 500 mètres de long. Alors je sais plus où en Chine, mais voilà, ils ont fait un truc énorme. Donc... voilà, c'est pas impossible que bientôt des immeubles soient construits comme ça. D'ailleurs, au Texas, l'armée prévoit d'imprimer des baraquements militaires, comme ça, en 3D, couche par couche. Ouais, c'est un truc qu'on voit arriver depuis de nombreuses années maintenant. Enfin, arriver, on a déjà vu des images, et puis je pense qu'il y a plusieurs technologies différentes d'ailleurs dans l'impression 3D de bâtiments. Sans doute que les choses évoluent. Bon, c'est pas encore aujourd'hui qu'on construit nos maisons avec de l'impression 3D, mais va savoir demain. Peut-être qu'il y a un rapport efficacité, coût, etc. qui va être en leur faveur, on va voir. Guillaume, il y a une rumeur qui enfle en ce moment, c'est une arrivée d'un casque Apple. Il aurait été présenté au conseil d'administration d'Apple, ce qui précéderait de peut-être quelques semaines, quelques mois, une présentation auprès du grand public. Un casque donc de réalité augmentée, réalité virtuelle, sur lequel a priori la genèse serait pour le moins compliquée. En tout cas, c'est ce que dit The Information, qui a publié une série d'articles sur la genèse de ce futur casque Apple de réalité mixte. Alors déjà, c'est arrivé presque par hasard, pas par hasard, mais presque. C'est quand Apple a racheté Metaio, en fait, une start-up de réalité augmentée allemande. Et à la base, c'était plutôt pour intégrer des trucs dans les futures éventuelles voitures de la marque. C'est le projet Titan avec ses voitures autonomes, de l'époque dont on parle plus du tout, je sais pas du tout où ça en est. Et donc, ils ont aussi engagé Mike Rockwell en 2015, qui venait de chez Dolby, et ils ont formé une équipe dès 2016. Ils ont fait des protos, ils ont fait des démos avec la tech de l'époque. Donc, il faut imaginer un casque de réalité augmentée qui est tellement lourd qu'en fait, tu peux pas l'avoir sur la tête, quoi. Il y a des câbles au plafond qui le tiennent, tu vois, pour que ça soit possible. Et bon, du coup, les démos ont été assez convaincantes, avec apparemment, il y avait un rhinocéros, voilà, qui était tout petit, puis qui passait en taille réelle. Et après, la pièce complète, progressivement, devenait une jungle luxuriante, voilà, passait en réalité virtuelle. Donc le board a plutôt été convaincu, il n'a pas trop fait de difficultés pour continuer le projet. Mais ça, c'était sans compter Johnny Ive, bien entendu. Alors, il est trop tôt pour dire si ces décisions seront finalement à l'origine du succès du produit ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont pas facilité la vie des équipes, et elles ont aussi considérablement rallongé les temps de développement. Parce que bon, d'une part, Johnny déjà était contre un simple casque VR, parce qu'il trouvait que c'était pas fashion et que ça coupait les gens du monde extérieur. D'ailleurs, c'est même un petit peu le but, mais bon. Bref, pour avoir le feu vert, l'équipe a imaginé des caméras pour relayer le monde extérieur dans le casque, et un écran externe pour montrer les yeux et les expressions faciales du gars dans le casque. C'est ça qui me fait le plus sourire, moi, quand j'essaie d'imaginer. J'imagine l'effet que ça peut produire. T'imagines le casque PSVR avec des yeux, ça doit être super rigolo. Enfin bon, donc c'est Rockwell & Co qui ont donc développé aussi AirKit, qui est pour le coup largement utilisé sur iPhone et iPad, mais qui est une fondation finalement pour le casque. Et à la base, ils avaient dans l'idée de faire un casque filaire, relié à une machine très puissante, comme un casque VR, un PC en somme. Alors c'était logique, surtout vers 2017-2018, la puissance disponible permettait d'avoir des avatars quasi photoréalistes, une bonne 3D quoi. Et que c'était impossible avec un casque autonome, surtout à l'époque. Et puis c'était un produit qui était plutôt orienté pro et créatif. Mais Hive n'a pas voulu. Il a lourdement insisté pour que ce soit un produit mass market, grand public, du coup sans fil, et donc autonome. Résultat, comme une bonne partie de l'électronique était déjà prête, ça a été tout un bordel de repenser ça en mode autonome. Il aurait mieux valu tout intégrer en fait d'emblée, sans compter que toute la partie software était désormais trop lourde. Donc avec retard et peine, le projet a continué d'avancer, toujours sous la houlette de Hive, comme consultant externe. Le casque a la bénédiction de Tim Cook, il n'y a pas de problème, mais sans plus. Apparemment, il s'investit pas des masses dans le projet, il considère ça un peu comme secondaire, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Et donc le casque là est désormais en phase finale, donc il a été montré au board, il est en plein coup de feu sur le développement du software et donc de son système d'exploitation qui s'appelle ROS, ou Reality OS évidemment. Et toujours d'après The Information, les caractéristiques ce serait quand même assez énorme, parce qu'il aurait une résolution de 4K par œil, il aurait un dérivé du M2 comme processeur, il aura permis de 14 caméras de tous les côtés, dedans, dehors, partout. Tous les mouvements du corps et du visage seront traqués et plaqués sur un avatar, un avatar complet, mais façon Memoji avec des expressions faciales.
C'est ce qu'on peut avoir de mieux pour le moment avec un casque autonome, hein, parce que la station de base devait avoir un truc comme un M1 Ultra au minimum, ou assimilé comme CPU. Voilà, évidemment, on devra se contenter d'une puce équivalent à iPhone ou iPad. Voilà, forcément. Le casque est désormais prévu pour la fin de l'année 2023, c'est-à-dire 4 ans quand même plus tard que prévu initialement. Hein. Bon, voilà, donc en gros, ce sera un Apple Quest, et je suis évidemment très curieux de voir ça. Ouais, on est très curieux aussi de voir quels sont les usages qui seront mis en avant par rapport à ce casque versus ce qui est proposé actuellement. Chouette de voir en tout cas un nouveau produit qui va arriver. On a encore plein de choses à dire dans Tech Café, c'est cool. Guillaume, tu nous as déjà parlé, me semble-t-il, d'intelligence artificielle généraliste. Tu vas à nouveau nous en parler dans cet épisode? Mais non, justement. Oui et non. J'en ai parlé, mais non. Oh là là, bon. Donc, il n'y a pas très longtemps, DeepMind a dévoilé un nouveau modèle d'apprentissage profond qui s'appelle Gato. Alors, Gato, c'est très mignon, mais surtout, ça a fait la une de pas mal de médias. Le chat, ouais, moi ça me fait pas penser à un chat parce que j'ai pas fait espagnol, mais bon, effectivement, le chat. Ça te fait penser à de la bouffe. Évidemment. Et donc Gato, ouais, bon, mignon, et donc forcément, oui, ça a fait la une. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des sous-titres du genre, ça y est, game over, DeepMind produit la première intelligence artificielle généraliste, c'est-à-dire la première AGI, la voie vers l'intelligence humaine est toute tracée, la singularité c'est l'année prochaine, etc. Bon, j'exagère à peine, et la décharge des auteurs de ces trucs-là, c'est qu'il y a un des co-auteurs du papier, papier qui a présenté Gato, qui s'appelle Nando de Freitas, qui a lui-même tweeté « The game is over ». C'est vraiment le truc, voilà. Bon, des modèles qui font la une des journaux, c'est pas nouveau. Hein. On parle même avec fascination nous-mêmes, enfin moi-même en tout cas, de GPT-3, de DALL-E, il y a pas très longtemps. Et à raison, moi, franchement, c'est des modèles qui font des choses absolument impensables il y a seulement 5 ou 10 ans. Mais si Gato, c'est un jalon important, c'est pas du tout le précurseur de Skynet ou HAL, ou alors très 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 lointain, quoi. Certains chercheurs commencent à en avoir un peu marre de la super hype, tu vois, il y a Gary Marcus qui dénonce une culture triomphaliste, qui cadre mal avec la retenue feutrée, hein, coutumière aux scientifiques bon temps. Mais bon, ok, donc qu'est-ce qu'il fait Gato, du coup ? Parce que la nouveauté principale, justement, c'est qu'il fait plein de choses, Gato. Gato, il sait reconnaître des images, il sait jouer à des jeux vidéo, il sait discuter avec vous par texte, par texto, il sait jouer à Sokoban, il sait piloter un bras robot pour empiler des caisses avec un feedback visuel. Il fait plein de choses qui sont déjà faites par d'autres modèles. Faire un podcast ? Alors, pas encore, mais je suis sûr qu'à un moment, il pourra parler et broder sur des trucs, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais bon, on n'en est pas là. Toujours est-il que il fait des trucs que d'autres modèles font. L'intérêt, c'est pas juste qu'il fasse plusieurs trucs en, sélectionnant contextuellement un sous-réseau adapté, tu vois. Ce serait pas très impressionnant si c'était une collection de réseaux indépendants, finalement. Voilà, non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment un seul réseau qui apprend d'une manière unifiée, sur des tokens uniformisés, comment faire plusieurs choses. Même si ces tokens, si ces jetons là, ces trucs abstraits, s'ils représentent, s'ils codent des choses différentes, du point de vue de Gato, c'est pareil. Ça veut dire que potentiellement, les poids qui sont appris pour une tâche peuvent être utilisés pour une autre tâche. Donc ça ouvre la voie à un partage des savoirs entre les modalités et les tâches. Parce que Gato est multimodal, c'est-à-dire qu'il est texte, image, et il fait du contrôle robotique, par exemple, et il est multitâche. Il fait de la reconnaissance, il joue aux jeux vidéo, etc. Donc, il fait plein de choses en général, et il les fait pas très bien. Parce que Gato, il est généralement moins bon aux tâches qu'il effectue qu'un réseau spécial, surtout un réseau géant. Mais il est quand même très intéressant, parce que déjà, il est tout petit. Il fait que 1,2 milliard de paramètres dans sa version maximale. Je rappelle que GPT-3, qui commence même à dater maintenant, il fait 175 milliards de trucs, de paramètres, et seulement pour du texte. Et en l'occurrence, aujourd'hui, 175 milliards de paramètres, c'est une taille qui n'a rien d'exceptionnel. Donc, Gato, il a une marge de progression qui est énorme. Et ensuite, il est relativement simple, parce qu'il est justement, c'est du même type que GPT-3. C'est un transformer. Donc, c'est un modèle qui est bien connu, qui est bien accéléré aussi par le hardware actuel, et qui, au passage, montre encore la puissance de ce type d'algo, qui est absolument énorme. Donc oui, Gato est très intéressant, il mérite de faire la une des journaux. Par contre, il ne s'agit pas du tout d'un algo qui pourrait ne serait-ce que commencer à imaginer de caresser l'espoir d'un fantasme de se comparer à la cheville d'une intelligence humaine. Ça fait pas beaucoup, ouais. C'est un transformer, c'est pas plus intelligent que GPT-3. Il a des travers qui sont bien connus et identifiés, rien que celui-ci, il a une mémoire de poisson rouge. Et c'est pas sympa pour les poissons rouges, d'ailleurs, cette expression. Parce que non, je tiens à le dire, la SPP n'approuve pas. Gato, il a une fenêtre d'attention de 1024 tokens.
Donc pour faire simple, s'il écrit un texte, il aura totalement oublié ce qu'il a écrit 1024 mois avant. Bon, c'est quand même ça fait pas beaucoup. Voilà, hein, donc il est loin d'écrire, tu vois, il est loin d'écrire, c'est pas Tolstoï, quoi, je veux dire, le truc. De même, Gâteau ne sait pas apprendre en continu. Pas plus qu'aucun des réseaux qu'on utilise aujourd'hui. Hein. Il apprend pendant des dizaines ou des centaines d'heures sur un énorme corpus, et ensuite c'est figé. S'il a appris que le président c'était Donald Trump, parce que son corpus est de 2020, par exemple, ben, tu n'auras pas moyen de lui apprendre que désormais c'est Joe Biden. Il n'apprend pas de nouvelles choses. Il ne peut pas se modifier, il ne peut pas s'améliorer. Ses capacités restent, comme celles des autres, de l'optimisation statistique. C'est tout. Donc c'est appliqué de manière très efficace à plusieurs tâches, ce qui est impressionnant, mais c'est pas intelligent. Rappelons au passage que les poissons rouges n'ont pas moins de mémoire que les autres poissons. Hein. Vous savez que c'est a priori une légende urbaine qui est largement répandue par notamment les forains. Bon, bref, je reviens pas sur ce sujet qui s'éloigne beaucoup trop de la tech, mais moi aussi je vais rejoindre la SPP, Guillaume. On va commencer à s'approcher de la fin de cet épisode en parlant de Netflix, dont on parle beaucoup, mais pas forcément qu'en succès en ce moment, hein, Guillaume. Bon, Netflix perd des abonnés, alors on l'a déjà dit, il y a plein de raisons à ça, le départ de Russie en est un d'ailleurs, et d'après The Information, encore eux, décidément, ces départs seraient même un peu plus inquiétants parce que la proportion de clients de longue date qui résilient est assez importante, il y a quand même 13% des départs. Donc d'une année à l'autre, les résiliations Netflix conservent une part plus importante de clients qui sont là depuis 3 ans ou plus, précisément. Bon, c'est certainement un effet combiné de la hausse des prix, d'un catalogue qui a des hauts et des bas, et puis bien sûr d'une concurrence qui est toujours plus féroce, hein, parce que moi, perso, je suis pas tellement étonné que Netflix ne croisse plus comme jadis, hein, avec tous les services qu'il y a, c'est pas très étonnant, il y a un plafond. Évidemment, voilà, il y a l'inflation hein, au sens large aussi. Tout augmente, les prix augmentent, Netflix augmente, bon, il faut faire des choix, c'est sans doute inévitable. Donc voilà, alors, pour compenser, Netflix va faire la chasse au compte partagé, on l'avait déjà dit, il va proposer le tarif sponsorisé par la pub, donc un petit peu moins cher, et il va se mettre au direct. Voilà, donc il va faire des lives. Moi, ça me fait rigoler parce que c'est quand même un comble pour moi. Netflix, c'est quand même le symbole de la vidéo à la demande. Ouais. Et il va chercher son salut dans le live. C'est quand même extraordinaire. Bon, de toute façon, tout le monde fera pareil, hein, puisque Disney fait déjà du live stream. Et puis voilà, la pub, les trucs sponsor pub sont aussi chez Disney dans pas très longtemps. Ouais, je pense qu'il faut voir ça comme un hub d'accès à plein de contenus vidéo différents. D'ailleurs, ils veulent intégrer aussi du jeu vidéo, on l'imagine bien, hein, donc du live, de la VOD, etc., pour avoir un service complet duquel vous restez captif. Un service pour lequel on peut être vite captif, c'est par exemple... au hasard, Instagram, et des concurrents proposent quelque part des solutions alternatives. Guillaume, est-ce que enfin on va te voir sur un service de ce type? On va voir. Tu voudrais nous parler de BeReal? BeReal, mais oui, Instagram c'est surfait. Après tout, c'est un réseau de pub, Instagram. Franchement, c'est de la pub explicite, de la pub plus ou moins cachée des influenceurs ou des influenceuses. Plus généralement, c'est de la pub pour toi, du personal branding. Où est la spontanéité, tu vois? Où est l'authenticité? L'authenticité d'une photo décoiffée au saut du lit ou couverte de cambouis après une réparation difficile. Instagram, c'est l'injonction à être beau, à faire envie, à en jeter. Bon, moi je dis ça, j'en sais rien, de toute façon je suis pas dessus, j'y vais jamais, et je m'en fous. Mais bon, c'est clairement c'est clairement l'image supposée sur laquelle veut jouer BeReal, qui est un nouveau réseau social anti-Instagram, et il veut capitaliser là-dessus. Alors, BeReal, c'est la vraie vie, qu'ils disent. Et ce truc commence à être célèbre apparemment, et certaines célébrités commencent à l'utiliser. Donc comment s'y prendre pour justement pas finir tout simplement comme sa némésis autoproclamée? Eh bien en ayant un fonctionnement pas du tout pratique. Vous ne pouvez pas poster de photos, et vous ne pouvez pas non plus voir ce que postent les autres, sauf durant des laps de temps plus ou moins aléatoires. Apparemment, l'app envoie une notif, et après t'as 2 minutes pour prendre une photo de toi et de ton environnement, si tu veux, hein. Photo que tu ne peux pas préparer à l'avance, et que tu ne peux pas éditer non plus. C'est réel, on te dit. Et c'est français aussi. C'est une start-up qui est née en 2020, qui aura actuellement 3 millions d'utilisateurs. Ce statut de start-up d'ailleurs fait que BeReal n'est pas encore vraiment monétisé, donc c'est facile de faire un petit peu ce qu'on veut en fait dans cette phase. Après, il va falloir voir comment composer avec cette contrainte drastique finalement pour monétiser le truc, parce que c'est quand même une contrainte drastique de ne poster que quand ton téléphone le décide aléatoirement. Perso,
Bon, moi, j'ai zéro intérêt pour le produit. C'est même un repoussoir de me faire dicter mon comportement par mon téléphone. Genre, tu dois en permanence être attentif aux notifs pour pas rater ta fenêtre de poste. Non, mais sans blague, c'est une blague. Tout ça, C'est presque pire. tout ça pour envoyer des photos de moi mal rasé en train de râler sur une machine qui déconne, puisque c'est le truc le plus probable en général. Bon, tu l'as compris. C'est statistiquement le cas de ton C'est- quotidien qui représente le plus T'as souvent. compris l'idée. Jamais de ma vie. Mais toi, t'en penses quoi? Oh, écoute, je suis pas plus embarqué que ça. De toute façon, ça va pas forcément me convaincre, tu t'en doutes. Je sais pas si ça va convaincre grand monde. Je pense qu'il y a un côté hype, peut-être, et de contradiction par rapport à Instagram. Mais bon, l'idée est compréhensible. Tu vois, à défaut d'être intéressante, elle est compréhensible. Elle est issue d'une réflexion et d'un cheminement qui fait sens. Mais après, dans la réalité, j'ai un petit peu de mal sur la mise en application. Je vais aller quand même ouvrir mon compte sur Burial. Évidemment. Pour tester. Évidemment. Allez, un peu d'amour dans un monde de tech, Guillaume, pour terminer cet épisode. Oui, une fois n'est pas coutume, hein, on va finir cet épisode avec un peu d'amour, du love, oui, c'est tout ce dont on a besoin finalement. Alors, pour le trouver, ce love, on utilise beaucoup les sites de rencontres, par exemple, qui proposent énormément de choix et qui donnent lieu à une concurrence féroce. Hein. Mais est-ce que c'est une concurrence pertinente? Voilà, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Donc, le choix, c'est le cœur du problème quand on cherche une âme sœur. C'est un problème tellement important que ce serait idiot de ne pas utiliser les outils du big data pour le résoudre, franchement. Bon. Donc, 85 scientifiques ont donc recensé plein de données sur 11 196 couples hétéros. Donc, il y a leurs données démographiques, hein, c'est-à-dire âge, salaire, éducation, race, etc. Aussi leur physique, voilà, s'ils sont beaux ou s'ils sont des poux. Leur hobby, leur intérêt dans la vie, leurs valeurs, sont-ils satanistes, sont-ils platistes? Leur condition mentale, voilà, leur arrive-t-il de parler à des petites filles mortes, leur goût sexuel, et je ferai pas de blague dessus parce que je tiens pas à passer cet épisode en 18+. Bref, plein de données bien juteuses qui ont été analysées dans tous les sens. Commençons par le facile, c'est-à-dire les prédicteurs de désirabilité. Donc la désirabilité, c'est ce qui fait que vous allez swiper d'un côté plutôt que de l'autre, hein, voilà, sur une appli bien connue. Il est possible de prévoir très précisément non seulement si vous allez trouver quelqu'un désirable, mais même d'avoir une estimation du temps que vous allez mettre à le sélectionner. Les critères sont incroyablement stéréotypés. Gardons à l'esprit qu'il s'agit d'une étude américaine, quand même. Hein. Donc les critères sont être grand, pour un homme, être de la race désirée, je sais, c'est pas politiquement correct, hein, mais bon, c'est les données qui disent ça, être riche, être dans une profession sexy, genre pilote, policier, avocat, voilà, ce genre-là, avoir un nom sexy, comme Guillaume, au hasard, et surtout être quelqu'un qui nous ressemble. Voilà. C'est même à tel point qu'on a 11% de plus de choisir quelqu'un qui a les mêmes initiales que nous. Bon, maintenant qu'on a les prédicteurs de désirabilité, est-ce qu'on peut avoir ceux du bonheur? Après tout, on sait tout sur ces couples. On sait aussi quels couples sont heureux en ménage. Alors pour faire durer le suspense, on va donner les 8 critères qui contribuent statistiquement Allez, je note. le moins au bonheur conjugal. Voilà, les 8 critères qui contribuent le moins au bonheur conjugal. Le moins, voilà, parfait, ceux qui sont non pertinents pour prédire Très le bien. bonheur futur. Est-ce que tu nous donneras ceux qui couple. contribuent le plus après? Tu verras bien. Donc ceux qui Je sais contribuent le tellement moins, hâte. les 8 critères qui contribuent le moins sont la race, la religion, la taille, le physique, le métier, la similarité avec le partenaire, les goûts sexuels et le fait d'être divorcé. Qu'est-ce que tu appelles similarité avec le partenaire? Le fait de se ressembler, d'avoir les mêmes d'avoir Physiquement ou dans les centres d'intérêt? similité générale en fait. D'accord, ok. Similité générale, c'est-à-dire similité D'accord. culturelle, physique, etc. C'est déjà déroutant de savoir que c'est ceux qui contribuent le moins. Ben oui, vous remarquez peut-être quelque chose, hein, c'est que les critères statistiques les moins pertinents pour le bonheur en amour sont presque exactement les mêmes que les critères auxquels on donne le plus d'importance dans le choix initial du partenaire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, ça fait réfléchir déjà, hein, mais les conclusions finales de l'enquête sont encore plus profondes. Parce qu'il n'existe pas, chez le partenaire, de critères ayant un poids significatif dans la prédiction du bonheur conjugal. Okay. Toutefois, il existe bien un critère important, mais il ne concerne pas votre partenaire, il vous concerne vous-même. Les personnes qui ont le plus de chances d'être heureuses en amour sont celles qui ne sont pas déprimées, qui sont satisfaites de leur vie, qui ont une affectivité équilibrée avant de se mettre en couple. En fait, les réponses aux questions sur soi-même sont 4 fois plus prédictives que les caractéristiques de leur partenaire pour estimer les chances d'avoir un bonheur conjugal plus tard. Autrement dit, quelqu'un qui est déjà équilibré et épanoui a largement plus de chances de l'être aussi en ménage, quelles que soient les caractéristiques spécifiques de la personne en question, tout simplement.
En fait, le couple n'est pas un remède à un mal-être préexistant. Enfin, en tout cas, sur les sites de rencontres, il y a une concurrence féroce qui s'opère sur des critères qui sont absolument pas déterminants de la réussite future de la relation. Voilà, les choses sont au fond de nous. Voilà, les données ont parlé. C'est beaucoup trop philosophique et sérieux pour conclure un épisode de Tech Café Weekend, Guillaume. Mais c'est diablement intéressant. Ça me rappelle d'ailleurs des thèmes qu'on a abordés dans Re-Life, où effectivement, pour influencer une relation positivement avec les autres, finalement, l'élément le plus fort, d'après pas mal de sources qu'on avait consultées, c'était effectivement soi-même. Écoute, ça confirme les choses. Tout cela n'est que cohérence et conviction. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de ces sujets de ce supplément week-end de Tech Café. Alors je me dois quand même de vous rappeler, maintenant que vous avez écouté cet épisode, que vous avez été informé, que vous avez été diverti comme il se doit, que vous avez des petites obligations morales avec nous. La première obligation morale, c'est de vous abonner. Nous, on l'apprécierait. Mais bien sûr, de vous abonner à Tech Café dans votre app de podcast si c'est pas déjà fait, ou si vous l'avez déjà fait, de déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, ou mettre quelques étoiles sur Spotify. Ça nous fera très plaisir de voir vos retours et vos témoignages. Et puis, si jamais vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez toutes les informations sur la page et vous pourrez vous inscrire pour nous soutenir très concrètement. Et en attendant, on va pouvoir peut-être nous retrouver sur Internet. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet à titre individuel ? Non, moi je suis à Macao, mais c'est top secret. D'accord, ok, bon, on le dira pas. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité, on sera évidemment ravis de vous retrouver dans quelques jours pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.